Je me présente, je suis Christophe Chappé, je suis le président d'Aden West, fondateur. Je suis aussi le fondateur d'Atlantic Digital avec un de mes fils. Et c'est une capacité, je dirais, à vous présenter ce soir que le numérique change dans la relation client-fournisseur. Révolution numérique, c'est un mot un peu tarte à la crème. Révolution, on le voit plutôt comme les gilets jaunes. C'est un truc qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que la révolution, c'est un phénomène de mode ou de monde. Il y a eu la troisième révolution industrielle, la révolution numérique est partout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir d'action dessus. C'est un truc, c'est plutôt un phénomène mondial où 75% de la population en Europe est connectée, 50% de la population mondiale est connectée. Ça, c'est inévitable. Et je fais la différence entre la révolution numérique et la transition numérique. La transition numérique, c'est comment nos entreprises peuvent se servir des boîtes pour justement se transformer, changer leur business model et avoir de l'influence grâce au numérique. Révolution, on subit, transformation, on agit, en gros, entre guillemets. La transformation numérique touche quasiment tous les domaines. Moi, je les ai regroupés, je dirais, en 4 grands domaines d'action qui sont un peu plus, je dirais, orientés business qu'autre chose. Donc, premier domaine, performance commerciale. C'est comment le numérique, dans une relation client-fournisseur ou fournisseur-client, que ce soit en B2B ou en B2C, va agir sur votre modèle économique, comment vous allez toucher vos clients. Toucher vos clients en termes de nouvelles géographies possibles. Si on travaille sur du Facebook, de Google, vous êtes très vite mondial. Si vous pouvez vendre différemment, le e-commerce n'est pas nouveau. J'ai construit le site laper.fr dans les années 2000. Dans les années 2000, on vendait des portes et des fenêtres sur Internet. Personne n'y croyait. Aujourd'hui, c'est le site numéro 1, bien au-delà de tous les magasins Laper, de vente en ligne de menuiserie. Aujourd'hui, quasiment n'importe quelle boutique a un site d'e-commerce. Donc cette transition-là, elle est déjà effective. Attention, il n'y a pas que des sites web de vente d'e-commerce. Comment je peux développer mon chiffre d'affaires différemment? Ça peut être, je suis un petit retailer de bijoux. Aujourd'hui, j'ai une boutique à Clisson. Demain, je peux vendre sur Amazon. C'est développer mon chiffre d'affaires de façon mondiale et de façon numérique avec des clients que je ne verrai jamais. Axe performance interne, c'est une capacité à se dire quand je suis une boîte déjà respectable et que j'ai déjà du système d'information, capacité à ce que le numérique augmente ma productivité. Je suis directeur numérique de Nantes Métropole Habitat. Aujourd'hui, on reçoit à peu près 15 millions de courriers par an. Avant, c'était traité mode papier avec un flux papier, etc. Aujourd'hui, grâce aux gars qui rentrent dans la salle d'ailleurs, on a une capacité à se dire, on scanne tout ce qui rentre et voir, on ne le dématérialise plus parce qu'il arrive directement au numérique. Donc c'est une capacité à se dire, on traite beaucoup plus vite des masses de volume de données. Capacité à faire des économies. Bah oui, dès que je scanne plus, j'ai plus les personnes qui vont scanner ou j'ai plus besoin d'avoir des bannettes en papier pour balancer mes documents. Quelques millions de documents, donc on fait de l'économie au sens ressources humaines quelque part. Travailler différemment, oui. Aujourd'hui, on a 900 fournisseurs en compte. Il y a encore quelques mois, ils venaient en agence chercher leur bon de travaux pour aller réparer un robinet d'un locataire. Aujourd'hui, il suffit de leur envoyer un mail où ils ont un espace d'e-commerce où on peut échanger avec nos fournisseurs en B2B, voire en B2C, prennent rendez-vous avec nos locataires. Capacité, je dirais, à numériser tout ça, donc d'aller de plus en plus vite. Le numérique, source d'innovation, c'est une capacité à se dire, tiens, le numérique est partout, et c'est souvent, au-delà du phénomène de geek, c'est aussi un truc qu'on peut innover grâce au numérique. Par les 3D printing ou du BIM, par exemple, c'est dans Métropole Habitat, bailleur social de plus de 100 ans, pas très innovant, on est bien être propriétaire de 26 000 logements, mais aujourd'hui, c'est une capacité à se dire, tiens, le numérique, on sait imprimer une maison 3D. Ben, on l'a fait réellement pour se m'amuser. Donc on a une vraie maison 3D où il y a des locataires de logements sociaux qui sont dedans. Ça, c'est une source d'innovation grâce au numérique. Ça peut être construire un data center qui produit de la chaleur, récupérer cette chaleur pour en faire de l'eau chaude, pour que les locataires payent moins cher. C'est une source d'innovation. Ça peut être incorporer des startups comme source d'innovation dans notre business model pour aller apporter des services supplémentaires aux usagers, je dirais, de la population nantaise, avec du block-in-box, etc. Changer son image, on verra qu'à travers les outils, l'image, soit on la maîtrise, soit on la subit. Je vous parlerai un petit peu après d'e-réputation, de scoring. Aujourd'hui, si on n'est pas en veille de son image sur les réseaux sociaux, sur Google, etc.,
on peut avoir du plus et on peut avoir du moins. Donc c'est un truc à surveiller. Son image n'est pas ce qu'on appelle la première main, c'est son premier cercle qui passe dans la rue, etc. L'image devient très vite mondiale. Il y a des gens d'Oracle dans la salle ou de Sigma qui sont des boîtes très respectables. Aujourd'hui, l'image qu'on a sur les réseaux sociaux, ça va du boulanger à la multinationale, doit surveiller son image numérique. Comprendre la techno, ça fait un peu plus de 30 ans que je travaille dans le numérique. Quelques DG que je vois passer dans tous les domaines. La techno, c'est un truc qu'on n'aime pas. On n'apprend pas le numérique quand on est DG. On fait Polytechnique, on fait des écoles de politique, etc. C'est très rare qu'un DG, soit, à part dans une ASN, comprenne la techno du numérique au sens hard du terme. Et j'appelle ça le hard pour les NUR. Il faut qu'ils comprennent ce que c'est que le cloud, les avantages, les inconvénients, les possibilités. La sécurité informatique au sens large. Les différentes briques logicielles, on parlait de Biode il y a encore quelques années, on voit les apps se développer à une façon phénoménale, on voit l'IoT qui est en train d'arriver. Tout ça, c'est de la technique. La technique pour le business, mais il faut comprendre un minimum de technique pour parler dans toutes les directions possibles. Et puis en France, on a pris une longueur d'avance au niveau mondial pour une fois sur le volet juridique numérique. Alors, je ne dis pas que la CNIL n'a que des avantages, mais permet de poser un cadre où, contrairement aux Américains, on ne fait plus tout et n'importe quoi sur la valeur de la donnée. Le numérique n'est juste un outil de transformation des données. La donnée est l'or noir aujourd'hui de ce qu'on produit, quelles que soient les boîtes. Et on vend de la donnée déjà aujourd'hui, nous, alors qu'on est censé vendre du logement social. Le monde est à vous, c'est une capacité, je dirais, que vous soyez boulanger, que vous soyez Oracle, que vous soyez IDEA ou Alstom, etc. C'est que vous ayez très peu de moyens ou beaucoup de moyens, vous avez une capacité avec les outils qui sont complètement gratuits de vous adresser au monde entier, quelle que soit la planète, quel que soit votre langage. Ça, si vous voulez vendre des baguettes de pain à l'autre bout de la planète, c'est faisable. Parce que vous avez plein d'outils qui sont mondiaux et qui sont à portée de main de n'importe quel patron de PME, etc. Par contre, il faut choisir les bons outils, y aller, je dirais, en fonction de ses cibles et pas y aller tout n'importe comment. Je parle des outils comme Amazon, je parle des outils comme Google, les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, ça apporte de la visibilité. Un outil qui a une rentabilité, alors souvent, il y a 2-3 vieux dans la salle là, que je côtoie assez souvent. Quand je travaillais chez Sigma, on faisait faire des business models avec du ROI pour les clients. Le client va payer 100, combien il va gagner, donc vends-lui ça. S'il gagne 120, vas-y, il va signer à coup sûr. Ça n'a pas beaucoup évolué, ça. Dans nos boîtes, on fait toujours plan d'investissement, on fait un budget. Ah ouais, bon, dans 2 ans, c'est rentable, ça va être rentable. Je n'ai jamais vu, dans ma petite vie de 30 ans de numérique, plus rentable que la démat. Au niveau rentabilité économique. Temps, gain de place. Nantes Métropole d'Habitat, 106 ans. 7 km d'archives papier. Vous prenez une feuille A4, vous en étalez 7 km dans ce sens-là. C'est nos archives papier légales qu'on est obligé de garder. On l'a numérisé, ça tient dans à peu près un volume qui est comme ça. Gain de place, gain de stockage, gain de temps. Quand on recherchait un document numérisé, ça prend entre 3 et 4 secondes en moyenne de chercher un bail qui a une cinquantaine d'années. Chercher les solvabilités des locataires d'il y a 40 ans, ça nous prenait à peu près 5-6 jours, le temps que l'archiviste légal aille chercher dans son bourrier, nous ramène le truc, nous fasse signer un document papier parce qu'on lui donnait du papier en échange qui était légal. On mettait une semaine à trouver un bout de paplard. Aujourd'hui, on met entre 4 et 5 secondes. Donc gain économique de recherche de documents, de modélisation. Il n'y a pas mieux pour commencer sa transformation numérique, hein, de ne plus avoir de papier. C'est écologique, ouais, accessoirement, c'est pas mal. Visibilité des données. Vos données ont une valeur et tout le monde les utilise. Ne rêvez pas, dès que vous utilisez un smartphone, dès que vous utilisez ne serait-ce que Google, soit Google Search, soit une Google Home, etc., il me reste 10 minutes, c'est une capacité à avoir vos données. L'exemple qui est là, que David a fait, c'est on est au parc des Expos de la Beaujoire. On a utilisé Google Maps ce midi pour aller manger. Exemple très concret de ce midi, on a pris les restaurants alentours. Et on a pris celui qui avait le plus d'étoiles. Tout connement, hein, que ce soit TripAdvisor, Google, etc. Aujourd'hui, tout le monde utilise la notion de scoring. Donc la visibilité de vos données, que ce soit l'adresse physique, le dirigeant, le chiffre d'affaires, sa famille, parce que vous allez aller sur les réseaux sociaux une fois que vous aurez le mec. Vous pouvez détricoter quasiment tout et n'importe quoi très rapidement. Et donc, je dirais que les experts, vous n'avez pas besoin d'être expert du numérique pour retrouver de l'information sur tout et n'importe quoi.
attention au lobbying et aux pressions qu'on peut en faire derrière. La notion de scoring, je reviens dessus parce que c'est devenu, au-delà de l'effet de mode où on score un peu tout et n'importe quoi. Allez prendre l'autoroute entre Angers et Nantes, vous arrêtez aux toilettes, ils vont vous demander votre avis. Ça paraît risible. Alors c'est vrai qu'un avis sur un coup, ça ne donne rien. Sur des millions de fois, ça fait de la masse. Si je reprends le stade de la Beaujoire, ou le parc d'exposition de la Beaujoire, ils ont 4,1 sur 5 sur Google Maps. 15, c'est pas mal quand même. Ah oui, mais sur combien d'avis? Ah, sur un peu plus de 1000 avis. Ça veut dire que tout le monde, globalement, est content. Pour un restaurant, c'est simple. Nous, ce midi, on a pris celui qui avait le plus d'étoiles. On s'est dit, allez, dans nos tarifs, c'est bon, on va prendre celui qui a le plus d'étoiles. On ne les connaît pas, on n'est pas d'ici, on y va quand même. J'ai fait un mois à Bali, j'ai utilisé Google Maps à Bali, dans le trou du cul du monde, et j'ai fait pareil pour manger dans la rue. Et ça marche partout, mondialement. Donc la notion de scoring, que vous vendiez des cacahuètes, des baguettes de pain, du numérique, de l'IT, de la prestation intellectuelle ou n'importe quoi, tout le monde va vous scorer sur tout, que vous le vouliez ou non. Nantes Métropole Habitat, pour lequel je travaille, on n'utilise pas le scoring, on n'utilise rien. Nos locataires nous massacrent la tronche sur Google. C'est réel. Donc l'irréputation qu'on a est très mauvaise. Par contre, si vous l'utilisez un peu, on héberge 60 000 Nantais, il suffit de faire du good buzz versus le bad buzz et vos étoiles vont remonter naturellement, parce qu'on fait des trucs bien quand même. Il faut inciter le good buzz. Ça s'achète. Je suis utilisateur d'Amazon à peu près 2 à 3 fois par jour. Je suis inscrit au programme Amazon Review. Les Coréens m'envoient à peu près 1 ou 2 produits par semaine gratuitement pour que je le score. Bien ou pas bien, d'un instant qu'ils aient confiance en moi, ils le scorent. Ils me l'envoient gratoche. Ça va de la simple ampoule à la machine à laver. Très concrètement, c'est réel. Donc les grosses boîtes n'hésitent pas à investir pour avoir un good buzz et donc un bon score. Dans la relation client-fournisseur, vos clients peuvent dire du bien et peuvent dire du mal. À vous de le manager. Autre source qui est très transversale mais qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui dans, j'allais dire le boulanger parce que c'est l'exemple que j'adore, le BIM. Pour faire tourner une boîte, vous avez tous des locaux. Que ce soit votre bureau, que ce soit une industrie derrière, que ce soit une zone de stockage, vous avez des clients, vous les trouvez dans la rue, etc. Le BIM, bâtiment image modeler, c'est une capacité à, quand je conçois une nouvelle chaîne d'atelier, quand je conçois mes nouveaux bureaux pour mes nouveaux salariés, je peux faire une maquette 3D. On appelle ça le BIM conception. Quand je vais passer en phase de réalisation, c'est que je vais produire ma nouvelle chaîne de fabrication, mes nouveaux bureaux, je vais les aménager, etc. On appelle ça le BIM réalisation. C'est comment je vais numériser ce que je suis en train de fabriquer. Au sens, je mets mes chaises là, et voilà, là je pourrais avoir du BIM. Vous pouvez avoir des scanners, il y en a un là, juste à côté qui est Leica, qui va vous scanner ça, qui va vous donner un modèle 3D en quelques secondes de cette pièce-là complètement gratuitement. Et puis, nous, on utilise le BIM au sens exploitation. Cette salle-là, vous avez de la moquette salle au sol, pardon. Ce soir, je peux, juste avec le BIM, en à peu près 2 secondes, vous dire, il y a 46 mètres carrés, 22. Donc, ma société de prestation va facturer 46 mètres carrés de 22 et pas un truc à la houche carrée, 50 mètres carrés ou 100 mètres carrés. Donc, ça veut dire que le BIM peut servir à tout et n'importe quoi, pas forcément que dans l'architecture et la construction. Le BIM, vous pouvez vous en servir pour modéliser votre espace de travail, pour l'entretenir. Nous, on est propriétaire de 26 000 logements avec quelques 2400 bâtiments. On a des gardiens qui entretiennent les sociétés de surveillance. On millimètre tout partout, que ce soit les vitres, que ce soit le sol, que ce soit les mètres carrés de peinture, pour aller sous-traiter au plus juste. Sinon, il y a des écarts. C'est à peu près juste l'erreur de surface. Chez nous, juste en location, c'est 200 000 € de perte à l'année. Ça va très très vite. Géolocalisation. Je ne vais pas vous faire le cours de GPS. Hein. Vous avez tous Google Maps, vous utilisez Waze, qui est la géolocalisation externe. Donc ça, c'est devenu monnaie courante, c'est gratuit, ça marche super bien, ça vous prévient qu'il y a des flics à tel endroit, ça vous dit qu'il ne faut pas aller trop vite ou pas trop lentement. C'est en extérieur. La géolocalisation commence à devenir, en relation client-fournisseur, interne. Ça sert à quoi? Donc dans ce bâtiment-là, je suis à peu près sûr qu'il y a des organes de sécurité. Là, je fous le feu, les pompiers vont arriver. Les pompiers n'ont pas le plan forcément de la Beaujoire. Par contre, s'ils avaient le plan BIM sur Google en disant l'organe de coupure de la vanne de gaz qui est là-bas, elle est à cet endroit-là, à ce situ-là, il faut la tourner dans ce sens-là, on peut sauver des vies. C'est l'exemple extrême. C'est-à-dire la capacité de mixer les géolocalisations internes et le BIM, c'est une capacité à vous déplacer en 3D dans l'espace
et faire de la GMAO, entre guillemets, capacité à apporter à vos clients et à vos fournisseurs où trouver les bons produits dans l'espace interne. Avec David, vous allez pouvoir, Atlantic Digital, capacité à scanner l'intérieur, capacité à dire à vos clients, chez Ikea, vous êtes obligé de faire un parcours client, qui est un peu chiant, mais qui vous oblige à tout voir. Là, vous pouvez dire, chez Ikea, vous allez dans ce rayon-là, c'est là que ça se place, ou chez Leclerc, etc. Et ça vous change le parcours client, soit pour gagner du temps, soit pour vous faire des add-ons. Espace collaboratif, c'est devenu indispensable, c'est devenu la foire. C'est quoi? Il y a quelques années, on se mettait autour d'une table, on sortait nos papelaires, on faisait un mode projet. Aujourd'hui, nous, on travaille avec 900 fournisseurs au quotidien, tous les ans, ils nous facturent. On travaille un peu plus avec 60 000 clients, ça commence à faire un peu de volume, qui ont des réclamations, qui ont des changements de vie, qui ont des besoins. Donc on a une masse de données assez considérable. Et toutes les boîtes ont des masses de données qu'ils ne savent pas tailler. Un espace de collaboration, c'est quoi? C'est une capacité de numériser nos échanges. Vous m'envoyez une facture, c'est numérique. Je vous dis qu'elle est prête à être payée, c'est numérisé. Et vous le savez, vous n'avez pas besoin de m'appeler. Sigma m'envoie une facture, ils vont savoir où elle en est rendue, savoir si je la paye, si je ne la paye pas. Si je vous dis elle est dans le bon à payer 3 jours après, vous l'aurez sur votre compte. On a numérisé ces échanges-là et on n'a plus besoin d'y passer du temps au téléphone. Donc l'espace collaboratif, c'est des extranets, c'est de la GED, c'est une capacité à exposer nos données sur du volontariat et les faire saisir. 900 fournisseurs, je ne sais pas combien de commerciaux, aujourd'hui nous envoient leur carte de visite. Donc si on va voir les bons commerciaux pour les bonnes boîtes, il faut saisir les cartes de visite. Non, on a fait un extranet, on se dit, les boîtes vont saisir les cartes de visite, nous on saura quel est le commercial de telle boîte. C'est tout con, l'espace collaboratif, ça peut partir de ça. Ça peut aller un peu plus loin, sur un terme que j'appelle, je n'ai pas trouvé de mot pour l'interpréter, c'est désintermédiation. C'est une capacité à enlever un acteur. Je suis fournisseur. Nantes Métropole Habitat, je loue à des locataires. J'ai aussi des prestataires qui vont faire l'entretien, la réparation de robinet. J'ai un intermédiaire, donc je fais du B2B2C. Moi, la prise de rendez-vous entre le locataire et le plombier qui fuit, ma valeur ajoutée, elle est quasiment nulle. C'est juste à part, je me prends une engueulade s'il ne prend pas. Si on fait la désintermédiation, c'est une capacité de dire, tiens, monsieur le locataire et monsieur le fournisseur, prenez rendez-vous en ligne, faites un doodle, hein, entre guillemets, c'est presque ça, débrouillez-vous à le faire. Nous, on élimine 6 personnes dans la boutique, c'est en gros 1% de notre personnel, qui va juste aller passer les bons de commande, prendre les rendez-vous à la place du fournisseur. Nous, notre valeur ajoutée, elle est là quand ça ne se passe pas. C'est que le fournisseur a oublié de prendre le rendez-vous avec son client, ou le client ne répond jamais. Donc on va traiter 5% des cas, et non 95% des cas. Gain de temps, gain d'efficacité. Plein de phénomènes de désintermédiation, c'est Uber, c'est les logements, c'est les drives, etc. C'est une capacité à masquer, une minute, c'est très bien. Maximum intermédiaire. Je vous l'ai dit, le juridique en France, on a la CNIL, et je ne suis pas un défenseur de la CNIL, je ne suis pas un défenseur du juridique. C'est une force, c'est devenu européen, et les Américains commencent à copier notre modèle. Pour une fois que c'est copié dans ce sens-là, c'est royal. Capacité, l'informatique liberté, c'est d'avoir des règles communes, à se dire on ne fait pas tout et n'importe quoi avec le numérique. Exemple que j'ai pris tout à l'heure, Google, vous faites du scoring. Tiens, moi je ne travaille pas encore avec Azeo, mais par contre je vais massacrer Azeo sur Google parce que je n'aime pas la tête du représentant. Ce qui n'est pas vrai, c'est un copain. Je me dis tiens, là j'ai fait un fake en fait. Et lui peut me dénoncer auprès de la CNIL. Je lui dis non, c'est faux. Google a une obligation légale d'enlever mon avis et le faire dépublier. Ça c'est grâce à la CNIL. S'il n'y avait pas la CNIL, il peut toujours me le demander, je ne l'enlèverai pas. Bon, ce qui n'est pas vrai, j'ai mis un avis positif. Donc c'est une capacité à réguler nos échanges, respecter nos contrats, respecter la réglementation au sens européen du terme. On n'a pas le droit de traiter les gens de n'importe quoi, de sale blague, de sale beurre, de pauvres, de riches, de machin. On n'a pas le droit de dire n'importe quoi, on n'a pas le droit de juger les gens alors qu'on ne les s'assoit pas. Par contre, on a le droit de critiquer quand c'est véridique. Vous avez un problème avec un fournisseur de bagnole qui ne marche pas. Si votre problème est réel, ils ne peuvent pas faire enlever l'avis. Si votre problème est faux, ils peuvent le faire enlever. Et des grosses sociétés, je vais prendre Audi, j'ai une bagnole Audi, vous mettez un avis défavorable, 2 heures après, Audi France vous rappelle, vous dit pourquoi vous avez mis ça, vous expliquez, ah ouais quand même, bon, on vous fait ça gratuitement, est-ce que vous êtes prêt à changer votre avis? Donc des petites sociétés comme ça sont en train de changer en disant le scoring, c'est au quotidien et c'est en permanence. Et la CNIL régule ça parce que si j'avais fait un fake, il m'aurait fait enlever le poste. Et vous en êtes où? J'ai fini. Je suis pas mal dans le timing en fait. Donc 5 minutes d'échange sur tout ce que je vous ai dit là sur transition numérique,
comment le numérique et la relation fournisseur changent, des intermédiations, etc. C'est quoi vos questions là-dedans? Vous en êtes où? Ça vous assis là. Tintin. Allez, la première. Non? Bah, vas-y. Non, premier, on ne travaille pas ensemble. En plus, c'est vrai. À mon grand regret, mais bon, c'est comme ça. Non, moi, j'ai un vrai sujet, par exemple. Moi, je vends du service, effectivement, à mes clients. Et de temps en temps, il y a des intermédiaires qui viennent chercher mes services pour les revendre à ses clients. Aujourd'hui, j'ai un intermédiaire qui est exceptionnel, mais en fait, qui nous a roulé, moi et le client final. Est-ce que j'ai le droit de donner un avis très négatif et de publier sur le web ce que je pense de cet intermédiaire? Moi, mon conseil sur le scoring, c'est de se dire, quand la faute est avérée, oui, vous pouvez le faire. Attention à ne pas utiliser n'importe quel langage. Tu as le droit de critiquer, mais tu n'as pas le droit de le traiter de sale con ou je sais pas quoi en public. Par contre, tu dis, voilà, j'ai travaillé avec lui, il m'a planté. Tu peux le nommer, si c'est un cas réel, etc. Attention au juridique, il peut t'agresser pour faux. Si c'est réel, il n'a rien à dire, il n'a plus qu'à subir. C'est le cas des produits, hein. Prenez le retail au sens large. Quand vous achetez des produits sur Amazon, vous regardez les avis clients. Aujourd'hui, c'est très dur de rentrer des nouveaux produits sur Amazon quand ils sont en concurrence avec d'autres. Quand c'est innovant, c'est facile. Quand vous vendez des savonnettes ou du parfum ou des conneries ultra classiques, essayez de mettre un produit sur Amazon, vous verrez, il y a tellement de concurrence sur les mêmes gammes de produits que c'est très dur. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des produits à des clients comme moi pour essayer d'avoir du scoring positif, pour se dire j'amorce la pompe. C'est très très dur de changer une image qui est négative. Allez-y, si c'est véridique, allez-y, ça va lui faire baisser d'un point. S'il est nul tout le temps, de toute façon, ça se verra. Prenez le modèle des restaurants. Un restaurant qui n'a que des avis négatifs, il n'a plus personne. Très rapidement. C'est mondial et c'est réel. Ayez confiance, ça fait 20 ans que je le fais. Le scoring aux États-Unis, on score tout là-bas. C'est devenu, ça fait 10 ans qu'ils le font. Nous, ça commence à arriver en masse. On va se mettre comme des pimpins à scorer tout et n'importe quoi. On devrait scorer Digital Change, ma prestation, etc. Et on verrait comment on s'améliore. Le scoring n'est pas là pour casser les gens, il est là pour s'améliorer. L'idée du scoring, c'est d'avoir un maximum d'étoiles, entre guillemets, une bonne note, pour se dire, tiens, je recommande. Moi, j'ai pas honte de recommander Sigma qui est dans la salle, parce que je travaille avec eux, ça se passe globalement bien, et je donnerais plutôt conseil en disant, tiens, si vous avez besoin d'un SIRH, ok, nous, ça marche. Ou je travaille avec Oracle, la base de données ne me plante pas tous les matins, ça marche, ça coûte un bras, mais ça marche quand même super bien. Et j'ai le droit de dire ça. Tu vois, là, ça les fait sourire, j'ai dit que ça coûtait un bras. C'est réel, mais au moins j'ai la perf, quoi. Il faut avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc vas-y, mais vas-y avec les mots justes. D'autres questions?